Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours de la technologie des systèmes ARM embarqués. Dans cette vidéo, nous allons présenter le chapitre 2 qui porte sur les méthodes de conception des systèmes embarqués. La conception des systèmes embarqués nécessite une nouvelle méthodologie de conception, vu que les systèmes à intégrer sont de grande complexité et la capacité d'intégration est en croissance continue, ainsi que l'espace de recherche de solutions sont extrêmement vastes. Cette méthodologie doit être capable de favoriser l'exploration de l'espace architectural, de limiter les erreurs de conception, sûreté du fonctionnement, utiliser les outils des CAO pour les tâches répétitives et laborieuses, rester indépendant le plus longtemps possible vis-à-vis de la technologie et enfin prendre en compte les contraintes matérielles. Le flot de conception classique est donné par la figure suivante. En fait, elle est composée des 4 grands niveaux de conception. Les niveaux de spécification fonctionnelle modélisent le comportement global du système, la description fonctionnelle du circuit combine du code HDL, langage VHDL ou Verilog ou système C ou autre, des schémas d'interconnexion des composants, des diagrammes d'état, des fichiers de contraintes qui imposent la famille et types de puces utilisées, la fréquence d'horloge cible, l'emphase sur la latence du calcul ou l'espace utilisé et le choix des pattes de la puce pour les ports du circuit. Les schémas et les diagrammes d'état sont convertis en code HDL par NOT. Les niveaux architectural modélisent les systèmes comme étant un ensemble de modules qui se communiquent entre eux. À ce niveau, les différentes tâches du système sont définies à des sous-systèmes. Chaque sous-système est modélisé modélisé au niveau fonctionnel. Les niveaux portes logiques décrivent les systèmes complets comme un assemblage des portes logiques. Dans la plupart des cas, ce niveau est obtenu via des outils permettant le passage du niveau RTL vers le niveau porte logique. Enfin, pour les niveaux électriques et physiques, il est formé par 3 étapes. La première étape consiste au passage du niveau porte logique au niveau transistor. Puis, la deuxième étape, synthèse topologique, consiste au passage du niveau transistor au niveau layout. Et enfin, le placement en otage qui permet l'assemblage optimisé de celui. En fait, le placement consiste à choisir des structures spécifiques sur un modèle de la puce et à y fixer des modules produits par la synthèse. Le routage consiste à établir des connexions entre les circuits, les structures, les outils d'implémentation utilisent les contraintes des fréquences d'horloge cible, le choix des pattes de la puce pour les ports du circuit. À chaque étape, on effectue une vérification. La vérification par simulation consiste à stimuler le modèle du circuit, à observer ses réponses et à en vérifier l'exactitude. On fait une vérification fonctionnelle du modèle. Si des erreurs sont trouvées, on corrige les modèles. Une simulation correcte ne garantit pas que les autres étapes du flow vont fonctionner. Pour les systèmes embarqués, on utilise la méthode de conception co-design. En fait, il s'agit de systèmes complexes conçus à partir des composants existants IP, incluant des parties matérielles et des parties logicielles, et soumis à de nombreuses contraintes
coût, efficacité, consommation, fiabilité. Les méthodes de conception doivent pouvoir prendre en compte tous ces aspects. Le flow de conception co-design est donné par la figure suivante. Le co-design logiciel matériel propose une approche structurée pour la conception d'une classe de système numérique, donc les systèmes dédiés. 4 grandes étapes sont distinguées dans l'approche co-design: la spécification, le partitionnement, la synthèse logicielle matérielle et la co-simulation. La réalisation finale est une réalisation conjointe matérielle-logicielle. La première étape consiste à la spécification du problème. La deuxième étape, partitionnement en unités de traitement hardware et software, est composée elle-même de 3 étapes. Premièrement, sélectionner à partir d'une bibliothèque complète d'opérateurs les composantes dont les caractéristiques répondent à l'application. Puis, l'allocation des ressources matérielles consiste à déterminer un ensemble des ressources matérielles nécessaires à l'implantation des opérations et des variables. Faire correspondre les opérations des opérateurs à des opérateurs et les variables à des modules de mémorisation. Donc, toujours dans le but de minimiser, notre but toujours est minimiser les nombres de ressources matérielles et la connectique, c'est-à-dire la surface, sous les contraintes temporaires qui est le nombre maximum d'étapes de contrôle. L'ordonnancement répartit l'ensemble des opérations dans les étapes du contrôle en vérifiant un ensemble des contraintes, c'est-à-dire gestion du parallélisme. L'enchaînement de ces étapes constitue le graphe d'état du contrôleur. Notre objectif toujours est de minimiser la latence, c'est-à-dire le nombre d'étapes du contrôle. Et les contraintes sont la dépendance des données et le matériel. Enfin vient la synthèse des interfaces, la sélection et la synthèse des interfaces, du support, de communication. La difficulté de ces étapes a été réduite par l'utilisation d'IP. Donc, en fait, l'étape de vérification, à chaque niveau, les circuits doivent être vérifiés. Réalise-t-il la bonne fonction? Fonctionne-t-il à la bonne vitesse? 2 types de vérification complémentaires, dynamique et statique. Pour la dynamique, la simulation à l'aide d'un prototype logiciel du circuit et l'émulation, c'est à l'aide du circuit programmable par exemple. La statique, c'est niveau fonctionnel pour prouver la bonne fonctionnalité du circuit. Et au niveau temporel, c'est pour calculer la vitesse des circuits. La vérification des systèmes complexes actuels nécessite une émulation, c'est-à-dire implémenter des circuits sur des FPGA, ou un prototypage, c'est-à-dire la même chose sur un seul FPGA à haute performance. Les contraintes temporelles, consommation, surface. Si les contraintes pour chaque étape de la conception, si à chaque étape il n'y a pas respect de ces contraintes, on répond l'étape précédente de la conception. Maintenant, on prend plus en détail chaque étape de la conception co-design. Pour l'objectif du partitionnement est de regrouper les variables et le comportement fortement dépendant, puis de décider pour chaque regroupement d'une réalisation logicielle ou matérielle. Le problème est que les performances réelles de la réalisation ne peuvent être connues qu'après l'étape de co-simulation. Donc, afin de permettre le partitionnement, des estimateurs de performances rapides et précises doivent prédire les performances et le coût d'une réalisation architecturale. Donc, on donne ici un exemple de partitionnement. Dans le premier exemple, on a un système
formé par plusieurs modules hétérogènes. Donc, on désire les partir en deux groupes de modules. Groupes de modules qui seront exécutés par le matériel et l'autre module seront exécutés par les logiciels, c'est-à-dire par un processeur soft. Un autre exemple, c'est la séquence de ces trois opérations arithmétiques, multiplication, division, addition. Donc, si on désire l'implantation de ces opérations sur un processeur logiciel, on va avoir l'exécution de ces opérations nécessite 12 cycles d'horloge. Alors, si on utilise une implémentation matérielle, l'exécution de ces opérations ne nécessite seulement que 2 cycles d'horloge à cause de l'utilisation des parallélismes entre les opérations. Donc, une méthode utilisée pour faire les partitionnements, donc on peut faire les partitionnements soit d'une façon manuelle ou automatique. Donc, pour faire le partitionnement d'une façon automatique, en utilisant ce qu'on dit, ce qu'on appelle profilage. Donc, les profilages permettent de déterminer les endroits où les programmes passent beaucoup de temps, quelles fonctions appellent pendant son exécution. Les profilages se réalisent via des données collectées au cours de l'exécution de l'application. Cette technique peut être utilisée pour analyser des programmes trop complexes. Les informations de profilage donnent les bouts du code où les programmes est lent. Donc, ces bouts du code représentent des bons candidats à une réécriture optimisée et une transformation matérielle. Donc, on explique ça avec cette figure. Donc, à l'aide d'un profileur, on peut décider quels sont les modules qui seront exécutés d'une façon logicielle ou bien de façon matérielle sur des ASIC ou bien sur des FPGA. Pour la synthèse, cette étape regroupe les synthèses de la partie logicielle, de la partie matérielle et des interfaces et protocoles de communication. La synthèse logicielle correspond donc à la conversion d'une description décrite dans un langage fonctionnel en un code exécutable par un processeur. La synthèse matérielle correspond à la conversion d'une description décrite dans un langage fonctionnel en un ensemble d'équations différentielles décrivant la structure d'un layout. La synthèse communication, c'est une étape essentielle qu'elle doit garantir les transferts des données entre les différents blocs matériels et logiciels. Les protocoles et les modes de communication sont définis durant cette étape. Les étapes de synthèse logicielle est donnée par la figure suivante. Donc, à partir d'une description à l'aide du langage C ou bien assembler.asm, on passe à la compilation ou bien à l'assemblage pour obtenir des fichiers binaires. Ensuite, on passe à la linkage pour obtenir des fichiers exécutables par les processeurs. Pour la synthèse matérielle, on donne un exemple simplifié de toutes les étapes de synthèse matérielle. Donc, on part avec une description fonctionnelle, puis on passe à une description architecturale tout en donnant les entrées et les sorties de notre fonction. On passe ensuite à une description au niveau port logique, puis on passe à une description au niveau transistor, et enfin, on circuit, placement et routage, donc dessin des masques. Donc, pour la synthèse des communications, en fait, il s'agit d'utiliser des protocoles d'une bibliothèque pour établir les liens et les ports entre les processeurs logiciels et les processeurs matériels. Le problème qui se pose toujours est de minimiser le coût du port et optimiser les temps des transferts entre les softwares et les hardware. La figure suivante donne les étapes de synthèse de communication. Donc, après avoir
fait le partitionnement logiciel matériel de notre système. On passe à la spécification de communication, c'est-à-dire on va choisir les modèles et les langages. Puis, on va faire la sélection des protocoles à partir d'une bibliothèque des protocoles. Et on estime chaque fois les performances pour vérifier nos besoins et contraintes. Puis, on passe à la génération des interfaces, c'est-à-dire on fait les synthèses de bus et les synthèses des interfaces matérielles et logicielles. Puis, on doit vérifier le coût des synthèses, la caractéristique temporelle des transferts entre matériel et logiciel. Après la vérification, les tests de notre résultat, soit on passe à l'implémentation hardware, soit on fait une correction du partitionnement.